pardon, excusez-moi. Non, c'est juste qu'à chaque fois que j'ai envie de parler de The Crow, ou que je pense à The Crow, ou que je regarde le film The Crow, j'écoute la musique de The Cure juste derrière. Et le grand problème, quand j'écoute des musiques de The Cure, c'est qu'en particulier avec Burn, je les écoute 500 fois d'affilée. C'est vrai que c'est pas pratique pour quand t'as envie de bosser, mais c'est... Bon. L'histoire d'une tragédie, celle d'un film ayant bouleversé l'avenir du cinéma. Empreinte d'une esthétique fabuleuse, d'une adaptation remarquable, mais aussi d'une icône, Brandon Lee. Basée sur le retour d'un mort parmi les vivants, quand on parle The Crow, la grande faucheuse hante toujours nos esprits. Nostalgie d'un homme sur le toit du monde. Oui, il est aujourd'hui inconcevable de parler long métrage aussi complexe sans la disparition de son acteur en plein tournage. Sans cette figure manquant cruellement au 7e art. Mais au-delà du drame, The Crow, c'est aussi l'histoire d'une élégance, d'un film souvent imité, dont l'esprit gravite comme monument d'un genre cinématographique de moins en moins audacieux, celui du justicier. Véritable ovni, sordide et obscur, la question que je me pose, c'est comment fut-il capable de devenir réflexion parfaite de ce thème du justicier? Quel rapprochement peut-on faire à travers d'autres visages du mouvement? Et en quoi, par ce prisme, se dessine-t-il comme terrible histoire d'amour? Entre hommage à Brandon Lee et claque visuelle, entre passion et découverte récente, The Crow ou l'art de la justice gothique devenu tendresse. Avant l'analyse, vous me connaissez, retour 14 ans avant la sortie du long métrage. C'est au début des années 1980 que James Hobart, dessinateur américain, décrit l'histoire d'un homme revenu d'entre les morts pour venger sa compagne. Ce récit, brutal et en noir et blanc, ne trouve éditeur qu'en 1988, pour une première apparition en kiosque au cours de l'année 89 avec Caliber Presents. La plupart de ces contes gothiques, The Crow, deviennent alors mini-séries, succès timide pour le public, mais rapidement culte pour les lecteurs. Rappelons qu'à cette époque, violence et noirceur deviennent de plus en plus populaires avec l'avènement d'un certain Frank Miller et ses Batman Dark Knight, ou le classique Sin City chez Dark Horses. La signification d'une telle fresque en devient alors primordiale pour comprendre comment le film retranscrit cet univers. Pour Hobart, ces comics deviennent moyens d'expression, évacuant une forme de colère contre la fatalité de son existence. Originaire de Détroit, sa femme fut tuée par un conducteur ivre ayant perdu le contrôle de son véhicule. Dès lors, il s'inspire de cette souffrance pour évacuer sa douleur à travers The Crow, dans un monde qu'il veut sans espoir et totalement dépourvu d'humour. Au-delà du conte, nous avons donc déjà portrait biographique percutant. Pretty much everything I've done has been, I've been the writer and the creator of it, and it has to have some kind of personal attachment for me to be involved in it because it takes so much out of me to do this. It's like every single line on that paper comes from me. All the projects that I've done, have been like a real personal statement for me. And there are things that I've done for myself. Nothing has been, for just purely entertainment value. For a long time, I thought it was kind of like a therapy or like working out all my problems or angers or frustrations out on paper. Fortement appuyé par le gothique et son amour pour la musique rock, ces histoires deviennent donc œuvres thérapeutiques, qu'il ne voit à aucun moment être adaptées au cinéma. C'est pourtant au début des années 90 qu'Alex Proyas, réalisateur entre autres de Dark City et iRobot, on lui pardonnera Gods of Egypt, parce que ça, bon, voilà, s'intéresse à l'univers de l'auteur. Il faut alors 2 ans à la société de production Miramax pour mettre le projet sur les rails, lui attribuant un budget infime d'à peine 6 millions de dollars, augmenté de 15 millions après la mort tragique de Brandon Lee. Pour le dessinateur, il est évident que le film n'aurait jamais pu voir le jour sans l'amour du réalisateur et surtout d'un homme, ce même Brandon Lee, pour son travail. Il dévoilera même que le comédien aura grandement contribué au rapprochement entre film et œuvre originale, séduit par le style de ses planches. I think that the appeal of Eric's mission is that it is a very pure one, and I truly feel that it is, and I truly feel that if I were in the same situation I would do the same thing. This is the best role that I've had the opportunity to get my hands on in a film. Au casting, on retrouve dans les rôles-titres le chasseur de fantômes Ernie Hudson, le propriétaire du Betty Michael Wincott, ou encore la jeune Rochelle Davis qui, pour l'anecdote, sera doublée par Ludivine Sagnier. Sorti le 13 mai 1994 aux États-Unis et le 3 août dans nos villes françaises, le succès du film joue beaucoup, malheureusement, sur la mort de son acteur principal sur le tournage. Il compte parmi les meilleurs démarrages de l'année, terminant sa course avec pas moins de 50 millions de recettes sur le sol américain. En France,
conséquence, s'il n'atteint pas le million d'entrées espérées, le succès est bien plus important en Angleterre ou en Italie, pour un total d'environ 5 millions de tickets vendus en Europe, très bon score pour une œuvre gothique indépendante. Alors certes, si les chiffres restent loin du milliard de certains films, l'œuvre de Proyas devient culte, tremplin artistique vers de nombreuses idéologies. Le champion de la WCW, Sting, s'inspirera par exemple de cette histoire pour donner vie à sa légende. Oh my God! It's Sting! What's Stinger's here? Ah oui, et vous aurez aussi effectivement le droit à tout un tas de suites aussi inutiles les unes que les autres, sauf si vous voulez savoir ce que faisait Kristen Dunst entre Jumanji et Spider-Man. Voilà, au moins pour les fans de Tobey Maguire, ça valait le coup de le mentionner. The Crow voit également salué par la presse. Esthétique d'une complexité et d'un visuel remarquable. Très proche du format d'origine, c'est ce qui frappe dès que l'on pose les yeux sur le long métrage. Une élégance gothique, ville presque vidée de son âme et extrêmement fidèle aux travaux du dessinateur. Pour l'anecdote, Brandon Lee souhaitait même tourner l'entièreté du film en noir et blanc, afin de coller d'autant plus à ses thématiques. C'est ce qui fera de sa mort l'une des plus grandes tragédies du cinéma. L'acteur s'implique énormément pour le rôle, bluffant Proyas par son professionnalisme et l'amour qu'il peut donner à son personnage. Si aujourd'hui Brandon Lee demeure étoile éternelle du 7e art, c'est aussi grâce à sa prestance et sa justesse. It really is a role that you have to take risks with, and it gives you a wonderful opportunity to take those risks and stretch, because you tell me how somebody who comes back from the dead is going to behave. You can really take the gloves off in playing this part because there are no rules about how a person who has come back from the dead is going to behave. Bon, maintenant que vous avez le tableau, la question est, en quoi The Crow devient donc figure du film de justicier? Comment parvient-il à en être parfaite réflexion? Car n'oublions pas qu'à l'origine, le film était prévu comme comédie musicale avec Michael Jackson en tête d'affiche. C'est clairement deux salles, deux ambiances. Pour le comprendre, rappelons la définition exacte de ce que le cinéma pourrait appeler un justicier. Ce terme s'applique à l'homme corrigeant l'injustice de façon peu conventionnelle, prenant la défense des victimes et partisan d'une justice vigoureuse. La grande différence entre le justicier et le super-héros, au-delà des pouvoirs dont ne dispose pas toujours le justicier, réside souvent dans un background beaucoup plus sombre. Il peut, par le prisme d'une vengeance, faire justice lui-même, profitant d'une quête personnelle afin de faire aussi régner l'ordre. Je pense notamment à Frank Castle, pour ne citer que lui. Perte de proches, vision sombre et torturée du monde, parcours dans une ville en proie à la corruption, manque d'espoir amenant à la violence, tels sont les maîtres mots du justicier. Qu'il tue ou non ses victimes, cet anti-héros établit ses propres codes, dressant portrait personnel de la justice, que ce soit pour les autres ou lui-même. C'est dans ce cas de figure qu'à mes yeux, Batman, le Punisher, Daredevil ou ici The Crow s'affirment comme les plus intéressants à analyser, car partageant vision obscure de la justice. Mais pour en être pertinent, l'entité même du personnage ne peut suffire. L'objectif, personnifier cette justice par l'âme que représente le long métrage. C'est ici qu'à mes yeux, The Crow devient exceptionnel, dans la prestance de son long métrage, sublime dimension gothique. Moi, je veux que vous allumiez un incendie si énorme que Dieu se souvienne de nous à nouveau. Voilà ce que je veux. Sachez-le, chez Proyas, la personnification d'un justicier se dessine via l'esthétique, le moindre plan et la structure narrative de son œuvre. Cette idée même de justice intervient d'ailleurs très rapidement. Non, The Crow ne brille pas par un scénario poussé, emmenant son spectateur dans un mind game à la Nolan. Il commence de façon brutale sur la mort de son personnage, Eric Draven, sa résurrection, les causes amenant à cette vengeance, et la première apparition du justicier à l'écran. Contrairement à beaucoup de longs métrages, Proyas va lui à l'essentiel. 15 minutes. C'est le temps qu'il faut à Brandon Lee pour devenir The Crow, et donc, par sa vengeance, devenir notre justicier. C'est ce qui marque dès le premier visionnage. Nous sommes tout de suite embarqués dans une justice rapide et violente. Le ton est donné, silence dans les rangs. A story about justice for victims. His mission is to find the man who killed him and his fiancée and kill them. Et une fois scénario mis en place et vengeance annoncée, l'importance technique intervient. Car pour mettre en image thème aussi sombre qu'un homme en quête de rédemption, éliminant les meurtriers de sa compagne, pellicule et photographie doivent être à la hauteur de cette idée. Là-dessus, rarement un film aura autant scotché que dans l'identité visuelle que le réalisateur offre à sa justice. Un monde terne, fragile, où gothique embrasse mise en abîme de son spectateur. Chaque ruelle est une détresse, chaque visage semble fatigué, meurtri, sans espoir. L'aspect glauque de sa caméra dévoile alors nombre de scènes cultes, souvent imitées et, comme je le disais, jamais égalées. Voilà en quoi The Crow devient classique, aucune autre fresque ne lui ressemble, sur le fond comme sur la forme.
Quand on le regarde, la première chose qui frappe, c'est cette appartenance au mouvement gothique, que ce soit dans son illustration, sa mise en scène, ses jeux de couleurs ou même sa bande originale dont The Cure modèle l'idée. Elle est totalement en phase avec l'icône du justicier selon Hobbart, et ne cesse de le prouver. Au-delà de sa musicalité, gardons en exemple cette séquence, arrivée en grande pompe du Vengeur à l'écran. C'est simple, tous les codes gothiques y sont dévoilés. Usage du noir, dimension mélancolique, douloureuse, appartement devenu architecture presque fantastique, apparition de la pluie, jeu constant entre lumière et obscurité, tout devient question de représentation. Ne serait-ce que la présence du corbeau, aux multiples symboles à travers le temps et les cultures, pouvant lui aussi sublimer cet environnement macabre, tout en devenant être précieuse pour Draven. Entre personnification de son ancienne vie et vision de vengeance, l'animal au centre gothique de l'œuvre, Brandon Lee l'explique bien mieux que moi. The crow in the film, the bird in the film, you could really just look at as a guide, almost a piece of his own personality that guides him back into his life, almost in the sense that you might think of an insane person having voices, you know, more rational voices that try and guide him, more irrational voices that come from a more emotional, more deep-seated place. I think that the crow is that rational voice. Par sa rupture totale avec la société, représentée de façon plus classique par le sergent Albrecht, l'image de The Crow en fait l'un des classiques de l'art gothique au cinéma. Ne serait-ce que par son maquillage et son costume, The Crow épouse l'environnement propre à l'origine du mouvement. Changer d'identité, se couvrir d'un autre moi par la peinture, c'est faire de son corps lieu de création et de recherche artistique. Le changement par l'image. C'est d'ailleurs le cas avec d'autres protagonistes dont les vêtements, les bijoux, les coiffures font presque médiéval, recherchés au millimètre. S'il ne put être dirigé en noir et blanc comme le voulait Lee, la photographie s'appuie sur une couleur sombre, terne, dont seules les marques de sang, de feu et autres témoins de justice viennent colorer la pellicule. Il en est de même pour les séquences en flashback, devenant les seules à profiter d'une couleur vive. L'idée réside dans cette bascule non seulement entre la vie et la mort, à l'image de son personnage principal, mais aussi cette dualité entre lumière et obscurité, propre à la façon dont Draven fera justement régner la justice. C'est une sale journée pour les salauds, hein, Skunk? C'est pas moi, Skunk. Il est là, Skunk, il est là. Skunk, tu l'as tué. En voyant The Crow, difficile d'imaginer le budget infime de 6 millions de dollars accordé au long métrage. Véritable expérience visuelle, indépendamment de la mort de son acteur. Sophistiqué à l'image de Brandon Lee, le gothique se mêle alors très vite à un autre mouvement artistique fort, le romantisme. Je t'aime, Dis-le encore. je t'aime, je t'aime. Quelle journée! Dès l'aube de leurs comics, les justiciers trouvent souvent part d'ombre dans une perte familiale ou une histoire d'amour. Tout, ou presque, vient alors de cette douleur personnelle. Ici, la romance entre Draven et Shelley se veut faire de lance de son histoire, également portée par un univers futuriste, glauque, dont la justice n'est que fatalité d'un amour déchu. Ce n'est pas un hasard si en fin de long métrage, Lachlan Saras voit récupérer de Brandon la bague portée par sa compagne. À travers elle, l'idée la plus importante reste ce souvenir d'un homme dont l'amour lui offrit rédemption. C'est cet amour, liant Draven et Shelley, qui conduit l'ensemble de la fiction vers une pensée à la fois créative, mais également esthétique et justicière. C'en est presque à se demander si, quelque part, le justicier romantique ne devient pas alors meilleure représentation possible d'une violente poésie, dont The Crow se rapproche énormément d'un certain Frank Castle, travail d'empathie saisissant dans la série Marvel Netflix. Long forwards, from this place I'll disappear. Disappear. C'est ce mélange extrêmement subtil entre romantisme et gothique, deux éléments souvent en accord dans l'industrie du cinéma, de la littérature ou de la musique, qui offre à The Crow puissance émotionnelle hors norme. Conclusion démontrant une chose, s'il renouvelle la justice, c'est par l'utilisation de ces idéologies. Combattre par l'épée dans une église, lieu sacré typiquement gothique, dans une architecture médiévale contre un homme figure du style, d'autant plus sexualisé par le mysticisme entourant sa conseillère, n'est que l'ultime moyen pour Proyas de faire coexister ces univers. Ce que The Crow apporte au mythe de justicier, c'est cette balance, cet équilibre, sensation que l'on ne pourrait éprouver sans cette étude. Mélancolie propre au vécu de son auteur, à la partition de son compositeur et évidemment à l'acting parfait de Brandon Lee. Brandon Lee,
Probable inspiration d'Heath Ledger pour son Joker, tant les deux hommes se confondent dans un style baroque, triste, collant parfaitement à leur magnétisme. Thérapie de son auteur, fantasme gothique, rock agressif propre à son inspiration, voilà l'élégance de la justice selon The Crow. Maîtrisée et respectant l'œuvre originale, elle reste l'une de mes grandes claques. Rencontre avec un génie indépendant, Brandon Lee. Je ne pourrais terminer cette vidéo sans mentionner sa prestation, à l'image de son culte, parfaite. Sans rentrer dans les détails de sa mort, sa disparition demeurera immense pour le cinéma. À tel point que je me refuserai toujours un remake, car au-delà de sa forme quasi parfaite, The Crow, c'est avant tout l'héritage macabre d'un homme se devinant lui-même mourir jeune. Triste ironie d'un long métrage aux lettres de noblesse plus que jamais émouvante et, encore aujourd'hui, marque d'une référence, celle de la justice romantique. Merci, messieurs Aubard, Proyas et Lee. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more? Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.